Bienvenue dans la 14e édition des 5 livres, l'émission littéraire d'Acadème. Aujourd'hui, il sera question de quelques destins juifs, connus ou méconnus, qui nous mèneront dans la France des années 30 et dans la France de l'occupation, dans la Salonique du 19e siècle et dans la Tunisie des années 50 et 60, avec nos invités EES, l'historienne Annette Becker, l'écrivaine Colette Felous et la traductrice Marie-Christine Borne-Varol. Alors, Annette Becker, vous êtes spécialiste de la Première Guerre mondiale. On vous connaît pour vos travaux sur ce premier conflit. Mais par la suite, vous avez élargi votre champ de recherche à la Seconde Guerre mondiale et aussi à d'autres conflits, à ce qui s'est passé au Rwanda notamment. J'en reviens à ce mot sur lequel vous vous êtes penchée comme chercheuse, donc, qui est un mot qui est apparu à partir de 1943. Il a été conceptualisé en 1943. Il a été conceptualisé depuis la Première Guerre mondiale. Et ça, c'est très important. Il a été conceptualisé par Raphaël Lemkin, l'inventeur du mot, à partir de ce qu'il a vécu et vu pendant la Première Guerre mondiale et dans les années suivantes. C'est-à-dire, d'une part, les traitements des Juifs en Russie. Ce n'était pas un génocide, mais sous couvert de la guerre, les Juifs russes ont été très maltraités. Et d'autre part, évidemment, ce qu'on appellera plus tard génocide, l'extermination des Arméniens. Et c'est à partir de là qu'il a travaillé pendant les années 20, les années 30. Ensuite, lui était un Juif polonais et il a eu le sens de très rapidement fuir la Pologne. Il a fait la guerre en 1939 et très rapidement il a fui la Pologne. Il a essayé d'emmener ses parents qui ont dit non, il n'en est pas question. Il s'est réfugié dans une odyssée incroyable aux États-Unis. Et c'est aux États-Unis qu'il a travaillé sur ce qui se passait en Europe en temps réel, qu'il l'a mis avec ce qu'il avait fait auparavant. Il avait inventé l'idée de crime de barbarie pour ce qui s'était passé contre les Arméniens. Et il est venu homogénocide. C'est un linguiste ou un juriste ? C'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois. Il était d'abord linguiste. Et là, il a créé ce mot. Il a fait un barbarisme. À partir d'une double racine grecque et latine. Voilà, il a fait ce qu'on nous apprend à l'école, être un barbarisme. Et il l'a fait exprès. C'est la barbarie des barbaries pour lui. Génos, la lignée, le peuple, et Okidéré, tué. L'inversion est au cœur de tous les génocides. Dès 1919, les Turcs disaient que c'était les Arméniens qui les avaient attaqués et que les Arméniens étaient des animaux qui étaient des animaux nuisibles. C'est comme ça qu'ils parlaient d'eux. Au cœur des génocides, réification et animalisation de l'autre. Et on retrouve ça régulièrement. Et on retrouve ça tout le temps. Et là, il y a bien sûr eu des paroles malheureuses de certains membres du gouvernement ou des proches qui sont d'extrême droite et qui certainement animalisent les Palestiniens. Ça, c'est absolument sûr. Ils croient animaliser le Hamas, mais en fait, c'est tous les Palestiniens. Mais ce ne sont que quelques paroles. Mais la politique, y compris d'un gouvernement extrêmement belliciste, qui est en partie en opposition à la masse de l'opinion publique, n'est pas une politique génocidaire. C'est une politique de guerre jusqu'au boutiste. Et malheureusement, il y a des civils qui payent. Mais il n'y a pas la volonté de faire disparaître les Palestiniens de la terre. Bien sûr que non. Alors, c'est important les mots. Et déjà, dans ce que vous dites, non seulement sur ce génocide supposé ou reproché, mais dans votre propre livre, qui n'a rien à voir donc avec la situation aujourd'hui, situation à Gaza, des Juifs trahis par leur France, 1939-1944, qui paraît chez Gallimard. Des Juifs, ce ne sont pas les Juifs, trahis, on va y revenir, par leur France, ce n'est pas la France. Alors je pense que vous avez dû peser ou trébucher chaque mot avant de le poser comme titre. Des Juifs, c'est donc essentiellement déjà deux Juifs dont les destins vous ont frappé pour différentes raisons. Oui, ce sont
des hommes et des femmes que j'ai rencontrés à un certain moment de ma vie. Donc c'est certains juifs. Voilà, de ma vie ou de mon histoire, et qui m'ont paru être un peu symbolique de ce qui était la vie des Juifs étrangers d'abord à partir de 1939, parce qu'en 1939, c'est en tant étrangers qu'ils ont des problèmes avec la Troisième République, et pas en tant que Juifs. Et ensuite, en tant que Juifs, à partir de la défaite de la France et du choix de la répression, puis de l'extermination des Juifs dans la collaboration française. Et donc là, ce ne sont plus seulement des étrangers, ce sont plus seulement des Juifs étrangers, ce sont aussi des Juifs français. Alors c'est très personnel comme livre, et donc il y a c'est pas ambivalent, mais il y a toujours cette double démarche. Mais encore une fois, il y a quand même deux destins qui vous ont frappé. Il y a le peintre, Otto Freundlich, et il y a Ignace. Alors dites-nous, quels sont ces deux personnages qui dominent votre récit? Alors le peintre Otto Freundlich, c'est un peintre allemand, juif allemand, mais pendant longtemps, le fait qu'il était allemand suffisait, qui est un des fondateurs de l'art abstrait. S'il n'avait pas eu une vie aussi désastreuse pour finir à Sobibor, peut-être qu'il serait aussi célèbre que Kandinsky. C'est le créateur officiel du premier tableau abstrait. Alors, c'est lui, dans les mêmes moments, était venu en France parce que la France, avant la Première Guerre mondiale, était vraiment le lieu où tous les artistes du monde se rejoignaient. Et c'est là qu'il s'est fait des amitiés pour la vie, celle du peintre Pablo Picasso et celle du poète Max Jacob. Et moi, en tant que historienne, je suis plutôt une historienne des intellectuels. Et quand j'ai vu que ce peintre, très intéressant, connaissait tous ces intellectuels français, et puis j'ai découvert très vite qu'il avait été utilisé par les nazis, vilipendé. L'art dégénéré. Voilà, qu'il était sur la couverture du catalogue d'art dégénéré de Munich. Alors, j'ai fait cette découverte il y a peut-être 15 ans ou 20 ans, et à l'époque, je ne pensais pas écrire un livre sur lui. Et puis, le temps passant, je me suis intéressée de plus en plus à la Shoah, et je me suis dit, là, il y a quelque chose de central. Parce que qui était dégénéré pour les nazis, les juifs, les malades mentaux et les artistes modernes, les artistes contemporains, en particulier abstraits, mais pas seulement. Et je me suis dit, là, je tiens une explication qui permettra à la fois d'aller au plus proche d'une expérience humaine et de comprendre ce qui est au cœur du nazisme. Et l'autre personnage, qui est-il? Alors, il est plus proche de vous. Alors, l'autre personnage est beaucoup plus proche de moi, et je dirais que c'est lui qui m'a fait basculer dans cette forme d'égo-histoire à l'intérieur d'un livre d'histoire. Parce que c'était le mari de ma grand-tante, Pierre Ignace, et dans la famille, comme beaucoup de familles, on parlait très peu de l'extermination quand j'étais enfant. C'était toujours quelque part, mais on ne savait pas grand-chose. Alors que votre famille en a été victime. Ma famille en a été victime, comme beaucoup l'essentiel des familles européennes. Et quand les premières listes de Klarsfeld sont sorties, les premières listes de convois, j'avais à peu près, je dirais, 22-23 ans. J'étais déjà prof d'histoire, mais je ne travaillais pas du tout sur cette période. Et ma grand-tante, donc sa veuve, est arrivée chez mes grands-parents, chez son frère, avec la liste. Et le convoi numéro 1. Voilà. Et elle, qui était une femme extrêmement chaleureuse, enjouée, tout d'un coup, elle était en pleurs et elle a montré le nom de son mari
sur cette liste, et j'en ai sur la liste, pardon, je ne suis pas très claire, du convoi numéro 1, oui, puisqu'il avait été dans la rafle des notables. Il n'était pas notable, mais il y a des erreurs, même les nazis font des erreurs, mais il ne s'était pas trompé sur le fait qu'il était juif. Et donc, il a été raflé, emmené à Compiègne, et finalement déporté dans le convoi numéro 1 pour Auschwitz. Et cela est resté dans un coin de mon cerveau jusqu'au jour où, il y a 4 ou 5 ans, leur fille, qui est dans le livre en bébé, qui a maintenant 83 ans, me dit « Annette, tu sais que j'ai des lettres de mon père, de l'époque du camp, de la drôle de guerre et du camp. » Je lui dis « Mais c'est pas possible, personne dans la famille n'a jamais su ça. » Et elle me dit « C'est toi l'historienne, je te les donne. » Alors, eux, vous attachez à leur destin, mais il y en a beaucoup d'autres dans votre livre qui est très riche. À partir de quand ces juifs étrangers et ces israélites français, je fais la distinction parce qu'à l'époque on la faisait, à partir de quand ils ont pris conscience d'avoir été trahis par leur France, c'est-à-dire un pays soit dans lequel ils étaient nés, soit un pays vers lequel ils avaient été par illusion ou par conviction, pays des droits de l'homme, etc. À partir de quand est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur ou ça a été progressif? Je dirais que pour l'essentiel d'entre eux, en tout cas ceux sur lesquels j'ai travaillé, ils n'en ont pas pris conscience. Jamais? Jamais. En tout cas, pour ceux qui ont été déportés par les premiers convois. Freundlich, non plus, n'en a pas pris confiance parce qu'il est persuadé qu'il paye pour le fait qu'il est allemand et que, d'une certaine façon, il y a une injustice, mais... c'est la guerre. Il ne sent, voilà, c'est la guerre. Donc il ne sent pas la trahison et évidemment, lui-même n'en veut pas du tout aux Français à sa première arrestation. Il faut bien voir que c'est la Troisième République qui met en camp les Allemands, fussent-ils des anti-nazis, fussent-ils des réfugiés, parce que ils sont des ennemis. Oui, mais les Israélites français qui sont en but aux mesures anti-juives dès octobre 40, il n'y a pas un moment où ils se sentent trahis? Les anciens combattants qui portent les toiles jaunes? C'est très difficile de dire qu'ils se sentent trahis. Ils se sentent trahis par certains, mais ils ne se sentent pas trahis par la France qu'ils aiment. C'est quand même le titre de votre livre. Oui, mais c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Oui. Parce que eux, et regardez, ils sont dans le camp de Compiègne. Ils demandent qu'on leur envoie, ils sont des anciens combattants pour la plupart, ces Israélites français. Ils demandent qu'on leur envoie leur Légion d'honneur. Et ils vont jusqu'à la gare de Compiègne avec leur Légion d'honneur et ils considèrent que c'est ceux qui les envoient, qui les trahissent, mais ce n'est pas la France. C'est pas leur France, c'est une autre France. Et pourtant, le maréchal Pétain, pour certains d'entre eux, reste un grand homme à ce moment-là. Il y en a même qui croient que le maréchal Pétain n'est pas au courant. Et qu'il est obligé, que c'est les Allemands qui le forcent. Ça, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est assez répandu. C'est très répandu. Et donc, j'étudie en particulier dans le livre quelqu'un qui a côtoyé mon grand-oncle, qui était un président du tribunal, qui s'appelle le président Laemmle. Et il aurait pu ne plus croire à sa France et croire à la trahison, puisque c'est les Allemands qui les emmènent jusqu'à la gare, où ils vont être déportés. Ils savent qu'ils vont vers l'Est. À l'époque, on ne sait pas encore. On saura très vite. Et quand ils arrivent à la gare, les gendarmes français considèrent qu'ils sont peut-être dangereux, et c'est les gendarmes français, et pas les Allemands qui ne sont pas présents, qui les menottent. Mais le simple fait qu'il n'y ait plus de République française, mais un État français, ça n'éveille pas les soupçons? Non, certains d'entre eux sont déjà proches de la résistance, mais d'autres... ils sont légalistes. C'est d'ailleurs pour ça, parce qu'ils sont légalistes. Ils vont au commissariat se déclarer. C'est pour ça qu'ils vont se déclarer. Ils n'auraient jamais dû se déclarer.
Et pour eux, ne pas se déclarer, c'était justement trahir la France. Vous dites qu'ils n'auraient jamais dû se déclarer, mais en même temps, vous dites bien, gardons-nous de tout anachronisme. Absolument. Absolument. Parce qu'on connaît la fin de l'histoire. On connaît la fin de l'histoire. Mais bien sûr, en 40, en 41, ils ne pouvaient pas savoir la fin de l'histoire. C'est intéressant parce que vous dites même à un moment, enfin vous citez Arthur Koestler, les statistiques ne saignent pas, contrairement aux détails. Seul le détail compte. Seul le détail compte. Seul le détail compte. Il y a une phrase aussi. Colette, non, pardon, il y a une phrase aussi qui est poignante d'Arthur Koestler que vous citez. Les moineaux sont sur les fils télégraphiques et sur les télégrammes, on annonce qu'il faut tuer tous les moineaux. Et ça, c'est vraiment... Ils chantent, eux, ils chantent. Oui, oui, alors lui, c'est son expérience du Vernet, parce que il était en même temps un Allemand, enfin un Hongrois, mais considéré comme un ennemi, et en plus, il n'avait pas les bonnes positions politiques. Et donc, il a été dans un camp extrêmement dur. Donc, pour lui, c'était bien pire. Mais un camp d'internement. Oui, un camp d'internement. Un camp d'internement. Alors, et ensuite, il est parti en Angleterre. Lui, il s'en est tiré. Mais non, les mots ont un poids particulier. C'est drôle parce qu'il y a un mot, une expression que vous refusez, alors qu'elle est historiquement acceptée par tout le monde, la zone libre. Pour vous, il n'y a pas de zone libre. Ah bah non. Non. Il y a une zone non occupée quand même. Alors, il y a une zone nord et sud. Non occupée. Il y a une zone sud. Et ce que j'adore, c'est l'expression de Pierre Dac qui disait que c'était une zone préoccupée. À Rivesaltes, enfin, on conduit le maximum de juifs étrangers à Rivesaltes, venus de partout. Dans cette zone sud. Et là, c'est entièrement conduit par Vichy. Totalement conduit par Vichy. C'est un mythe, la zone libre, pour vous? Ah bah pour moi, c'est pas un mythe, c'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. C'est un faux. un piège linguistique. Absolument. Quand je repense au mot trahison... C'est aller dans les mots de la collaboration. C'est ça. Mais pourtant, vous êtes d'accord que la plupart de vos collègues le font. Ils l'ont fait. Mais ils ont tort. Ils le font de moins en moins. Un peu moins. Ils le font de moins en moins. Le mot quand même qui court tout le long de votre livre, c'est le mot de trahison. Quand on parle de trahison, c'est qu'il y a eu une promesse. Quelle était la promesse que les Juifs et les Israélites avaient entendue de la part de la France pour qu'elle soit trahie comme ça? Il y a un certain nombre de choses qui m'ont marqué. Une de celles qui m'a le plus marqué, sans doute, c'est Marcel Cohen, l'écrivain Marcel Cohen. Il était là, à Acadème, il y a quelques mois, aux 5 livres. Oui, bah, il est extraordinaire. Ah oui. Et dans son livre qui s'appelle Dans la... intérieur, quelque chose. Oui. On va le retrouver. Mais c'est le premier livre où il a vraiment décrit son enfance, les arrachements, avant celui qu'il vient de publier juste maintenant, c'est celui pour lequel il était là. Il explique à un moment que ces Juifs dans l'Empire ottoman... Ça s'appelle Sur la scène intérieure. Sur la scène intérieure, voilà. Merci beaucoup. Donc, ces Juifs ottomans que vous connaissez si bien, eh bien, quand ils ont vu que le capitaine Dreyfus avait pu être gracié, ils disaient, mais c'est le plus beau pays du monde. Parce que chez nous, il n'aurait même pas eu droit à un procès, il aurait été fusillé comme ça. Et en France, on a libéré, gracié. C'est la fameuse réflexion du père d'Emmanuel Lévinas. Exactement. Le père d'Emmanuel Lévinas. Et voyant une manifestation. Dans une petite ville comme Tatar Pazardzhik, on représente la vie du capitaine Dreyfus. Et d'ailleurs, je connais une dame de la communauté judéo-espagnole de Tatar Pazardzhik. C'est une petite bourgade en dessous de Plovdiv en Bulgarie, qui tenait le rôle du capitaine Dreyfus. Ah bon? Qui est représenté, on a plein de pièces
celle de Louria sur le capitaine Dreyfus. Donc il incarne quelque chose de fort. Ah oui, quelque chose de fort. Il n'y a pas de livre qui ne parle de lui. Oui, mais je crois qu'il faut, une fois de plus, retourner les choses. Bien sûr. Il faut penser que dans la Troisième République, le capitaine Dreyfus, il était à l'état-major de la France. C'est impossible dans tous les pays. Il y avait une dizaine de généraux juifs. Mais bien sûr, il y avait énormément. Bon, c'est les juifs d'État, etc. C'était possible dans l'Empire ottoman. Hein. C'était possible dans l'Empire ottoman. Ah oui, absolument. C'était possible dans l'Empire ottoman. Il y avait des personnes qui avaient une grande importance. C'était justement le souhait de Sam Lévy, le fils de Bessalel. Il a beaucoup cru à la révolution jeune turque en se disant que c'était l'Empire ottoman, mais avec la nouveauté, la modernité, l'émancipation des minorités, etc. Et bon, il a dû déchanter et il est parti en France. Alors justement, tiens, voilà, excellente transition, parce que j'allais vous parler, Marie-Christine Borne-Varol, de ce livre qui est assez extraordinaire, qui n'est pas un livre d'historien, ce sont des mémoires. Ce sont des mémoires. Mais il y a un appareil historique assez remarquable. La préface d'Aaron Rodrigue, c'est quasiment un essai. Hein. Ah oui, mais Aaron Rodrigue est un grand spécialiste de l'histoire ottomane. Absolument. Oui. Et des communautés juives dans l'Empire ottoman. Des communautés juives dans l'Empire ottoman, c'est un historien. Et en fait, il y a 3 livres. C'est pour ça qu'il est gros. Donc c'est Lior Édition, qui est spécialisée dans l'histoire séfarade, et pas uniquement, mais très largement. Il y a beaucoup qui se chargent de faire connaître. Il y a 3 livres. Il y a d'une part cet essai préface d'Aaron Rodrigue. Ensuite, il y a le texte français qui vous doit tout. Et ensuite, il y a le texte original. Alors, en judéo-espagnol d'Orient. Voilà, on va parler très précisément. Donc, déjà, en 2 mots, Saadi Betsalel, je le prononce à ma façon. Parce que je suis un séfarade d'en face, moi. Oui, voilà. Donc, Betsalel Alevi, donc 1820-1963, c'est en principe la première autobiographie connue d'un juif de Salonique. En principe, parce que... Non, il n'y en a pas. Il est aussi le fondateur du premier journal de Salonique qui intervient assez tard. Ce qui est original, c'est qu'il est à la fois imprimeur, il est éditeur, il est journaliste, il est même chantre de synagogue. Il est chantre. C'est avec ça qu'il gagne sa vie. Hein. Ah, c'est ça qu'il... Ah ben oui, parce que l'imprimerie, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ça rapporte pas tellement. Hein. Ah bon? L'encre est chère, le papier est cher, on est tributaire de beaucoup de choses, on a des employés, on gagne un peu sa vie, mais au début, il explique bien que ce qui lui permet de survivre et de s'occuper de son frère quand il est jeune, c'est qu'il est un formidable compositeur de musique. Compositeur. Il compose des chants, des piyutim en hébreu. Il dirige il est chef de mafterim, il dirige un chœur de jeunes gens. Et les notables de Salonique l'invitent pour les fêtes, les Shabbats, à venir présenter des œuvres originales. Alors, ce juif ottoman, qui est tout ce que vous venez de dire, et il est très séduisant, parce qu'il fait tellement de choses, il est vraiment, vraiment très original, et qui publie cette première autobiographie d'un séfarade de Salonique. Il est quand même, sa famille est d'origine ashkénaze. Oui, lointainement. Hein. Il s'exprime en judéo-espagnol. Voilà, Amsterdam un petit peu. Oui, Amsterdam, vous savez, c'est une filière un peu. Oui, c'est les Portugais, les Hispano-Portugais. Ouais. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas venu en 1492. Hein. Oui. Il y avait d'abord déjà une énorme communauté juive qui avait invité les judéo-espagnols à les rejoindre parce qu'ils avaient beaucoup de prestige, qui était la communauté romagnote, qui était des juifs qui étaient là depuis Byzance, qui étaient hellénophones, et qui, au fil du temps, se sont incorporés complètement pas tout à fait complètement d'ailleurs, mais en grande partie dans la communauté judéo-espagnole globale et parler judéo-espagnol comme des rossignols. Et il y avait aussi tout au long, et ça c'est bien expliqué par les ottomanistes, tout au long du XVIe siècle, du XVIIe siècle et même au début du XVIIIe, on a encore des gens qui arrivent
des villes de Palestine, comme Safed, Jérusalem, Tibériade, voient leur population doubler, tripler, avec l'arrivée des conversos, des convertis, parfois des gens qui depuis 3 générations ne sont plus, sont crypto-juifs, si vous voulez, mais pas Alors, juifs. c'est une émission bilingue et je voudrais, pour nos spectateurs, quand même préciser les choses sur le plan de la langue. Vous êtes la bonne personne puisque vous êtes la traductrice. Je suis la traductrice et je suis spécialiste de cette langue. Mais c'est bien, c'est ce que j'aime. C'est pour ça. Mais pour avoir suivi il y a très longtemps les tout premiers cours de Chaim Vidal Sefira, je ne veux pas dire ladino comme ça parce que je sais qu'il me dirait ne dites pas ça. Vous aurez confondu. Mais parce qu'il a choisi d'appeler ladino les calques bibliques. Le judéo-espagnol calque. Le judéo-espagnol calque, qui effectivement ne contient pas de mots d'hébreu, mais suit entièrement la syntaxe de l'hébreu. À savoir Sora que pèlerine sera ta semence en terre que pas à eux. Voilà ce que donne la Haggadah en ladino. Alors ça fait rire même les enfants quand le père de famille lit ça à table, parce que il dit comment il parle papa, quoi. C'est pas la langue que l'on parle tous les jours. Mais préciser. Donc le ladino, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le charh en Afrique du Nord, c'est-à-dire c'est une traduction calque de la Bible qui servait à apprendre aux enfants à l'école à mémoriser les versets bibliques. Mais avec des mots d'un lexique. Espagnol. Enfin, judéo-espagnol. Donc, d'avant l'expulsion. Ah oui, parce que dès le XIIIe siècle, on en a. Donc c'est un espagnol sans la jota, par exemple. Ah, mais non, bien sûr, ils sont partis en 1492, ils ont c'est toutes les sifflantes. C'est ce que les Espagnols appellent el viejo castellano. Oui, si vous voulez. Mais ils ont pas seulement ça dans leur héritage, ils ont aussi un héritage de la langue arabe d'Espagne, à laquelle ils tenaient énormément, parce que contrairement aux autres, ils n'expurgeaient pas du tout leur langue, parce que pour eux, l'arabe, c'était quand même une langue savante. C'était une langue d'écriture, c'était une langue de philosophie, de science. Maïmonide. Bien sûr, mais avant lui, il y a Impacuda, Votalevavot, on connaît la traduction d'Imtiban, mais il a été rédigé, le Kuzari de Halévi a été rédigé en arabe, etc. Donc, ils ont quand même... comment vous dire, ils n'ont pas la même dynamique quand ils sortent d'Espagne que les Castillans, par exemple. Les uns, ils privilégient, par exemple, il y a quelque chose de très rigolo, c'est qu'ils privilégient tout ce qui est commun. Un terme qui existe, comme le verbe caler, par exemple, s'il existe en occitan, il existe en castillan où il est en train d'être abandonné. Il existe en portugais, mais très peu, et ils vont le garder, eux, parce que ce sont des gens qui habitent des villes et qui se déplacent tout le temps, quand ils sont en Espagne. Alors, ce qui est bien, c'est qu'à la fin, il y a un lexique quand même. Alors, le lexique, c'est pas moi qui l'ai fait. Il est bien. Ce sont les Américains qui l'ont fait. Parce que, à Stanford. Oui. Ouais, pour tout vous dire, Sam Levy a déposé un exemplaire Sam Levy, c'est l'héritier, c'est le descendant. Son fils. Un de ses fils. A déposé le manuscrit de son père. Un exemplaire, il l'a donné à la BNF. On a tous essayé de le trouver, on ne l'a jamais trouvé. On ne sait pas ce que la BNF en a fait. Et en fait, c'est Aaron Roderick qui l'a découvert par hasard en fouillant dans les rayons de la bibliothèque à Jérusalem. Et donc Stanford a travaillé dessus. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ça a été écrit à partir des années 1880 à Salonique. À Salonique. Donc, ce qui est formidable dans ce livre, c'est déjà le côté ethnographique sur les us et coutumes, sur les mœurs, sur les vêtements. Il attache une grande importance aux vêtements. Alors ça, c'est très pénible à traduire parce que les vêtements changent beaucoup, mais les vêtements sont un thème qui est commenté beaucoup par les judéo-espagnols. Notamment, il y a une espèce de coiffe qui était un peu comme ça, vous voyez, qu'on appelait la halebi. Et alors, on a des coplas, on a des textes entiers, des textes poétiques qui étaient chantés, joués, qui faisaient des trentaines de strophes, où le costume féminin et les mœurs féminines, les modes féminines sont moqués, et où les gens s'invectivent à travers des coplas, des pièces poétiques, donc,
disant mais elles ont l'air de... Elles peuvent plus passer les portes tellement leur coiffe est haute, et d'autres qui disent ah oui mais quand elles l'enlèvent, elles ont des têtes tellement petites qu'on dirait des moineaux, et elles font pitié, enfin bon, des choses Et comme la ça. cuisine? Ah, voilà, la cuisine, alors. Et il y a deux monuments dans le monde judéo-espagnol, il y a la cuisine et il y a le chant. Le chant. On ne peut pas C'est très imaginer... présent, très présent. Oui. Et ça, c'est exactement le monde judéo-espagnol que je connais. C'est-à-dire la voix des gens est prisée. Alors, on mentirait si on ne disait pas quand même, de mon point de vue de lecteur, la tonalité générale qui n'est pas tout à fait celle-là dans ce livre. C'est quand même un livre, pour moi, marqué par l'amertume, parce que le point de départ, c'est quand même un traumatisme. C'est le hérem. C'est le hérem. Qu'il a subi, lui et son fils. C'est le hérem. Ce sont les démêlés avec les rabbins un peu obscurantistes, parce que Salonique est dirigé, enfin le tribunal rabbinique est dirigé, qui gère absolument tout, est dirigé par 3 rabbins. Et ces rabbins, selon les moments, etc., sont plus ou moins tolérants à la nouveauté. Et en fait, on discutait de ça au MAJ dans une table ronde avec Aaron Rodrigue, et j'ai été très sensible à son analyse qui dit que, en fait, Bessalel, par sa façon d'être, par ses goûts, par ses intérêts, fait partie d'un nouveau monde qui se présente. La modernité. La modernité. Mais la modernité existe déjà à Salonique. Mais là, c'est vraiment une modernité, j'ai envie de dire, modernité économique différente. C'est-à-dire que les rabbins qui tenaient le haut du pavé, qui sont extrêmement respectés, continuent d'être très respectés. Les chefs religieux, c'est un pouvoir symbolique. Les gens se jetaient par terre pour embrasser, comme ils disent, le deck de la djoubeh, le pas de la robe du rabbin. Les chefs religieux sont extrêmement révérés. Et là, ils vont perdre le pouvoir. Ils vont perdre tout le parce pouvoir. Que c'est un pouvoir symbolique, alors qu'ils ont en face un pouvoir économique et financier. Les Al-Latini, les Fernandez, les Modiano. Alors, les Al-Latini, il s'agit de Moïse, donc je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la famille de Marcel Dassault. Ah, je n'ai pas fait la connexion du tout. Moi, je suis tellement dans mon monde. Mais c'est simple. La mère de Marcel Dassault, l'avionneur, c'est Noémie Al-Latini, qui est la fille de Moïse. D'accord. Donc Moïse est le grand-père de Marcel Dassault. Donc c'est très très proche. Et puis Modiano, c'est le marché. Le fameux marché. C'est drôle parce que la dernière fois j'étais à Salonique, dans la rue, je parlais avec quelqu'un, et justement du marché, de ce qui était devenu le grand incendie de Salonique, tout ça. Et il me dit, vous savez que nous, les Saloniciens d'aujourd'hui, quand on va au marché, on ne dit pas on va au marché, on dit on va au Modiano. Oui, c'est curieux, hein. C'est resté. C'est resté. Alors, oui, c'est quand même marqué par ce traumatisme. Il en veut à mort aux rabbins conservateurs. Et ça m'a rappelé 2 choses, si vous permettez. Peut-être que je m'égare, mais Salonique me fait penser à Cracovie, dans la mesure où plus de la moitié de la population est juive. Ah oui, 60, c'est les 3 quarts. 60 et quelques. C'est les 3 quarts. Ce qui est quand même des situations Alors très là, particulières. le génocide prend toute sa valeur. Il était techniquement parfait, ça, je veux dire. 99%. 99%. Mais dans les 2 cas, on pourrait faire une revenus, étude comparée de Cracovie et de Salonique sur ce plan-là. Et la deuxième chose, ça m'a fait penser à la situation des Francos à Constantinople, les Camondo. Les Camondo, oui, tous ces gens-là. C'est-à-dire qui s'opposaient à des conservateurs ultra-obscurantistes. Oui, mais ils avaient plus de marge à Istanbul parce qu'ils étaient assez bien avec les autorités ottomanes. Donc ils sont plus proches de l'entourage du sultan. Oui. Mais il faut bien percevoir l'Empire ottoman comme un espace où les gens circulent énormément. Ils passent leur temps à aller d'un endroit à un autre. Lui, il ne bouge pas. Lui, ce qui m'a étonné, par exemple, c'est qu'il ne bouge pas par rapport à quelqu'un comme le directeur du Jugueton, Carmona, Elia Carmona,
qui n'arrête pas d'aller chercher des solutions à droite, à gauche, et un jour il est au Caire, après il va à Izmir, après il va à Salonique, et lui il ne bouge pas. Il a quand même une position, je dirais, de notable, hein, d'une certaine façon. Pas par sa fortune, mais par les relations qu'il entretient avec cette nouvelle société capitaliste, il faut l'appeler par son nom. À Salonique, on a détruit le cimetière. Ah oui. Les nazis On détruit le cimetière. ont permis aux Grecs, qui n'attendaient que cela, de détruire le cimetière où la première tombe était de 1493, semble-t-il, en 1943. Et ils ont détruit le cimetière avant de détruire les hommes et les femmes de Salonique. Et 1493-1943, c'est assez Oui, c'est toujours été incroyable. sensible à cette Mais date. vous Et savez- non seulement ce cimetière a été détruit, mais pendant la guerre et jusque dans les années 47-48 de façon absolument ouverte et après de façon plus cachée, les tombes, qui étaient des belles tombes en marbre, ont été réemployées jusque dans les églises. Donc, c'est quand même assez incroyable. Il y a pire. Ce qui fait que le livre de Martin Barzilai, qui est publié chez Créafis, c'est un livre de photos extraordinaire parce qu'il montre des très belles pierres tombales écrites en judéo-espagnol Et en hébreu. en hébreu, et très souvent, à cause de la francisation de Salonique à cette époque, l'Alliance israélite universelle, qui a un rôle absolument extraordinaire, en français. Et dans une église, sur la grande promenade au centre de Salonique, le long de la mer, eh bien, on peut marcher sur ces tombes. Et donc, les Juifs vivants n'existent plus. Il y a peut-être 1000 Juifs aujourd'hui à Salonique. Les Juifs morts n'existent plus. Et non les plus Juifs là-bas. morts, n'existent plus, mais ils ont cette présence par ce réemploi. Donc, ils ont voulu détruire les morts avant les vivants. Ils ont rendu morts les vivants. Et maintenant, les morts sont sur la promenade principale, Oui, mais et vous ils sont présents. Mais vous savez, il y a un monument, une œuvre d'art contemporaine en hommage aux victimes de la Shoah, sur la grande place de Salonique, qui est régulièrement tagué, Il est tagué détruit, tout le temps. en permanence. Mais juste une anecdote, un jour, je bavardais avec un professeur de l'université d'Aristote. On parlait et Elle est sur je- le je- cimetière. Elle est basée sur le je lui dis, cimetière. pouvez-vous me situer où est le cimetière dans Salonique? Il me dit, mais vous y êtes? Oui, Quand on est à l'université Aristote, ça a été on construit est dessus. sur le cimetière. Et la collaboration des Grecs a été énorme parce que ce cimetière était donc près du centre-ville. Et donc, ils voulaient ce terrain. Cela dit, à Istanbul, il y À a, le Istanbul, cimetière, quand il y a on il y a une autoroute sur le Ah oui, cimetière. oui, quand juif. on a à faire passer une autoroute, elle passe par les cimetières. Bon, il faut dire aussi que les cimetières entouraient les murailles de la ville. Bon, on ne peut pas non plus empêcher les villes, et on prévient les communautés pour leur dire de déplacer leurs tombes. Mais elles ne sont pas très alertes. Quand même. Les Mais sur communautés ce, ne sont pas alertes. ça a été beaucoup plus fort à cet endroit-là parce que dans toute l'Europe nazie, et en particulier en Allemagne, peu de cimetières juifs ont été détruits. Alors en Pologne, en Lituanie, ça a été fait plutôt par les Polonais ou par les Lituaniens ou par les Ukrainiens. Oui. Mais les Allemands eux-mêmes ne l'ont pas fait. En revanche, à Salonique, alors là, ils s'en sont donnés à 15 jours. C'est quand même un drôle de paradoxe. Mais c'est totalement... Ces retournements de l'histoire, moi, c'est ce qui me paraît le plus passionnant et le plus stupéfiant. Donc vous avez fait le texte de ce livre photo. J'ai fait l'introduction pour expliquer ce qu'était Salonique. Et Alors le là, génocide. le génocide à Thessalonique. Moi, je voulais vous dire que en lisant votre livre, me sont revenus des moments assez difficiles. J'ai eu à lire, c'est la première fois que je lisais de la cursive orientale, c'est-à-dire les caractères, le solitéreo, ce sont des caractères hébreux qui sont propres
au judéo-espagnol, et enfin, à la Méditerranée en général. Et il y avait les lettres, des petits carnets, des petites feuilles de carnet qui étaient sorties de Drancy. Et où le monsieur, où on voit justement, on assiste à toute la progression écrite en judéo-espagnol. Il écrit à sa femme des recommandations. Et au début, il dit « Oh, mais de toute façon, moi, je suis médaillé de la guerre de 14-18, je ne vais pas rester là. » Et puis là, il voit partir les uns après les autres. Et alors, moi, je traduisais les lettres pour la famille au fur et à mesure. C'est terrible parce qu'on voit, au fur et à mesure des feuillets, la situation se dégrader. Il dit envoie-moi n'importe quoi. Au début, il pense à eux, il leur dit tu vas trouver de l'argent dans la boîte en carton. Par la suite, il lui dit mais envoie-moi n'importe quoi. Mais n'importe quoi. On meurt de faim ici. Et tous ceux qui sont maigres ou malades, on les envoie en premier. Donc, et au début, il est tout à fait confiant qu'il va être libéré parce qu'il est médaillé de guerre, de la guerre 14-18, et puis il sera déporté. Et il était symbolique pour moi, comme votre personnage, votre personne, c'est la même histoire. Bien sûr. Ça m'a beaucoup touchée pour ça, parce que ils ont été Bon, alors, ils étaient beaucoup moins nombreux que les Ashkénazes, bien sûr, mais tous ceux qui étaient rue de la Roquette, le Bosphore à la Roquette... Le mot hérem, est-ce que vous dites... Le hérem. Parce que quand on dit excommunier, c'est une francisation un peu abusive. C'est une excommunication. C'est comme ça que c'est traduit, y compris par les Juifs de France. Oui, mais ça c'est l'Algérie, ça. Peut-être. Alors, l'excommunication, c'est une mort sociale, mais l'excommunication au Moyen-Âge était aussi une mort sociale. Oui. C'est-à-dire qu'il est interdit de le fréquenter, il est interdit de lui acheter quoi que ce soit, il est interdit de lui parler. Enfin, il est mort en vie. Oui, mais le terme même d'excommunication fait penser quand même à la communion, à un certain nombre de principes théologiques. Est-ce que c'est pas une traduction abusive pour vous? Non. C'est-à-dire, Spinoza, Spinoza aussi, c'est ce qu'on emploie pour Spinoza. Oui. Donc, mais en effet, c'est fondé sur c'est fondé sur le christianisme, sur les images. Mais quand les judéo-espagnols vous disent ils ont toute une série de choses, ils disent Alcao, normalement pour la synagogue, mais ils vous disent teníamos un temple muy hermoso. Quand ils veulent montrer que, enfin, ils ne sont pas n'importe qui quand même. Ils sont de la haute. Oui, ils sont de la haute. Voilà. Ils prennent le temps, ils prennent des mots comme ça. Les espagnols d'Istanbul ou de Tanger, mais dans le reste du Maroc, on n'est pas aussi snob. Mais les motifs d'excommunication sont incroyables dans oui, parce qu'il a chanté sur de la musique avec turc, voilà. Ou alors qu'on a vu son fils fumer. Oui, ou il a tué un chat. Ah, ça c'est formidable aussi. Il a tué un chat parce que c'est la peste. Non, mais que le fait que et qu'il y a une femme qui a accouché juste à ce moment-là. C'est quand même, ça montre la violence des rapports entre les gens à l'époque, dans la rue. C'est inouï. C'est vraiment un document. C'est vraiment un document exceptionnel. C'est vraiment un document extraordinaire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire du mariage. Oui, avec le bonbon dans la bouche. On ne va pas tout raconter. Le sucre. La pauvre on ne va pas tout raconter. Il faut lire l'histoire du mariage. Il faut lire ce livre qui est merveilleux, comme tous vos livres. Et alors celui-ci aussi, Quelques fleurs de Colette Felous, chez Gallimard. Bon, c'est pas pour vous jeter des fleurs, Colette Felous, mais c'est un livre c'est une bienheureuse légèreté. C'est une si douce coulée de prose poétique, que ça exhale un parfum. Mais lequel? Il y a un vrai parfum qui s'appelle Quelques fleurs. Je sais, de chez Ourigan. D'abord, le parfum, ça peut être le parfum de la mémoire. Le parfum des générations, le parfum de la nostalgie. Peut-être pas une nostalgie, mais une envie de transmettre cette histoire aussi, cette histoire de famille qui a traversé plusieurs générations. Mais il y avait ce parfum qui s'appelait Quelques fleurs, qui était le parfum de ma mère. Et de chez Ourigan. Voilà, de chez Ourigan. Qui est une maison très ancienne. D'avant la Révolution. Ah bon? Ah oui. Ah oui, ça je ne savais 1768. pas. Oui, c'est possible. Jean-François Ourigan, rue du Faubourg Saint-Honoré. Et son magasin ne s'appelait pas Quelques fleurs, il s'appelait... Vous voulez savoir comment il s'appelait? Je ne savais pas. Je vais vous dire, il s'appelait À la corbeille de fleurs. Ah, voilà.
peut-être même que ça existe encore, j'en sais Ouais, rien. c'est possible. En tout cas, ce parfum existe toujours. Non, mais- Il est moins extraordinaire que dans mon Alors, souvenir. votre livre est illustré, il y a des photos. Oui, C'est très beau. Vous avez de la C'est chance agréable. d'avoir un éditeur qui vous autorise à mettre de très belles photos en je couleur. le Il y a remercie parce qu'il a accepté la Matisse, couleur pour la... Matisse, marqué, etc. C'est un très très beau livre. Quand même, le parfum, pour beaucoup de gens, enfin le parfum, c'est le parfum de l'enfance. Oui, Votre enfance n'est pas seulement tunisienne, elle est tunisoise. C'est le jasmin. oui, c'est surtout le jasmin, la fleur d'oranger aussi, et les fleurs de grenadier, Mais là, ce qui les est lauriers roses. la fleur associée le plus souvent Mais à la là, Tunisie, c'est le jasmin, c'est vrai. C'est le jasmin et c'est quelque chose qui reste. En fait, moi, je travaille beaucoup sur la mémoire des sensations. Et donc, des parfums, des choses aussi visuelles et des paysages. Donc, là, j'ai pris le motif des fleurs pour retracer un peu des moments importants de ma vie. Et je suis partie aussi de cet immeuble qui est au centre de Tunis. qui est attenant à la grande synagogue, Voilà. donc avenue de Paris, Ouais. et sur lequel il y a marqué tout en haut. Tout en haut, il y a imaginez-vous, écrit Maison fleurie. fleurie. Faut Voilà. quand même- on ne peut pas l'inventer. ça. Non, non, c'est vrai. Ouais. Et c'est mon grand-père. D'ailleurs, mon grand-père aurait pu être. Il est plus jeune, on peut dire, même s'il est né en 1865, mais est mort en 1925. Mais il y a quelque chose de commun avec votre personnage parce que il était aussi très très moderne et il voyageait beaucoup déjà. Alors que sa femme n'est pas sortie de la maison, mais lui, c'était un grand voyageur. Il allait en Allemagne, en Autriche, à Strasbourg, à Colmar, et il faisait le lien entre le B et la France, et l'étranger pour importer. Il faisait de l'import-export, en fait. Mais vous êtes Donc né des- dans cette maison familiale. Ouais, c'est avenue lui de qui a Paris, créé et cette- qu'il a créé. Il a créé. Donc vous êtes né dans une maison qui s'appelait Maison Fleurie. Enfin, c'était la maison de ma mère jeune fille. Et moi, après, on a habité à côté. côté, mais pas loin. Mais en fait, ce que j'ai aimé, c'est qu'il a il a fait construire par un architecte italien cet immeuble qu'il avait vu à Baden-Baden. Dans l'histoire familiale, on dit, il a vu un très bel immeuble à Baden-Baden. Il a voulu faire la même chose à Tunis. Donc, il a fait construire cet immeuble qu'il a appelé Maison Fleurie, mais il est mort juste à la fin quand l'immeuble est fini. Donc je ne sais toujours pas s'il a vu ou pas cet immeuble fini. Mais toute la famille habitait dans cet immeuble. Donc pour moi, c'est comme un arbre généalogique, cet immeuble qui est toujours là. Et toutes les familles sont parties, bien sûr. Moi, je fais partie de la dernière génération. Donc je me sens aussi témoin de cette histoire des Juifs de Tunisie. Parce que j'ai vu quotidiennement tout, les fêtes. En plus, la synagogue était à côté. J'aimais bien dire que j'habitais à côté de la synagogue, parce que ma famille on faisait les fêtes et tout, mais ils n'étaient pas très religieux. Mais j'étais à côté de la synagogue, donc par la fenêtre, Vous n'êtes pas je souvent voyais rentré. tout. Si, je rentrais quand même pendant les fêtes, Vous pour entriez les plus fêtes. souvent en face chez le pâtissier Nathan. Ah oui, voilà, c'est vrai. C'est le Ça, pâtissier pour un Nathan. enfant, pour un enfant, ça rappelle. Oui, c'est vrai. C'est plus qu'une madeleine. Mais alors, votre livre est évidemment plein de fleurs, il y en a partout, mais il y a plein de tableaux aussi. Et puis il y a des chansons. Oui, beaucoup de Vous chansons. avez écrit il y a quelques années un livre sur Dalida, Oui, c'est vrai. l'importance de Dalida. Mais il y a d'autres, là, il y a Jean Oui, il y a Ferrat, beaucoup. Il y a Léonard Cohen, il y a Franz Vignoman, Brassens, oui. mais pas nécessairement à cause des fleurs. Non, toujours. pas à cause des fleurs, mais à cause de l'adolescence et de l'évocation. Une chanson, c'est aussi comme des fleurs. Les fleurs, pour moi, ce sont des aimants de la mémoire. Et les chansons, pareil. Donc il y a aussi beaucoup de chansons que j'écoutais quand je suis arrivée en France. J'étais toute seule, ma famille est restée en Tunisie, donc je m'agrippais à la fois aux chansons et aux livres, parce que j'ai aimé éperdument faire des études, et toute la littérature française, mais aussi étrangère, c'était mes doudous. J'avais pas mes parents, mais je les avais eux.
Et ils m'ont éduquée autant que voilà, que Mais mes vos parents. fleurs, tout le long du livre, vos fleurs sont des fleurs coupées. Oui, Ça vous gêne pas? non, c'était volontaire, parce que la fleur coupée a quelque chose aussi d'éphémère, peut-être encore plus que les fleurs qui poussent en terre et qui C'est restent. du vivant, les fleurs coupées. C'était du vivant, Les fleurs coupées? avant d'être coupées. Oui, mais elles restent vivantes. Elles restent vivantes d'abord parce qu'elles sont aussi témoins de scènes qu'elles ont vues. C'est ça que le principe en fait du livre, c'est qu'il y a des fleurs que je montre, donc soit des tableaux, soit des fleurs qui sont mes fleurs ou que j'ai dessinées. Et je me dis que ces fleurs ont vu quelque chose, de la même façon que Maison Fleurie, cet immeuble qui est encore là, a vu toute l'histoire de là, parce qu'il a été en 1925 et a vu donc cet immeuble. Tout le monde est parti, mais eux, les fleurs, cette maison fleurie, est témoin de l'histoire de la ville. Et donc, c'est pas regarder simplement les fleurs, c'est les fleurs qui nous regardent. Et ça, c'est important. Et puis, je trouve que on a des fleurs tout au long de la vie, quand on est, quand on meurt, c'est des fleurs coupées. Dans le judaïsme, pas quand on meurt. Je sais, pas quand on meurt. On n'offre C'est vrai. pas. C'est vrai. C'est C'est pas, vrai. c'est pas interdit. C'est vrai, par mais- des pierres, par oui, trois c'est pas pierres. interdit, mais le Talmud déconseille parce Oui, que, c'est vrai. en disant que les fleurs étaient à l'origine par rapport au corps en putréfaction. Et donc, on n'offre jamais ni fleurs ni couronnes C'est dans vrai. les funérailles juives. Mais les fleurs, c'est quand même le résumé de la vie, même si c'est en très peu de temps. C'est un peu comme les haïkus, vous savez. On peut dire une vie entière avec 3 vers au Japon par un haïku, et des fleurs, c'est pareil. Vous avez parlé du Japon, Kyoto est très présent. Oui, aussi, c'est vrai. normal, c'est Oui, normal. oui, parce que les fleurs sont. On vit. Tout le livre est fait un peu aussi comme. C'est des petits chapitres qui sont comme des petits bouquets, comme ça, très courts. Et ce que j'aime au Japon, c'est que on vit avec les saisons. C'est-à-dire que si vous allez chez un pâtissier, ce ne sera pas les mêmes gâteaux à l'automne, au printemps. Il faut que la saison se reflète dans le gâteau ou dans ce que vous mangez. Donc vous aurez une fleur de saison à l'automne, une autre au printemps, et même la forme d'un gâteau. Moi, j'ai été vraiment bouleversée par cette délicatesse du miroir entre les saisons et ce qu'on mange, ce qu'on porte, la couleur. Et il y a quelque chose de merveilleux. Il y a aussi une cérémonie, par exemple, de l'encens qui est très significative. L'encens va mettre son odeur dans toute la pièce. Où ça Au Japon. Au Japon, oui. Dans toute la pièce. Donc on met de l'encens dans son soir, comme ça. Mais on peut mettre aussi un petit bouton de fleurs, tout petit, coupé. Je suis désolée. Mais Et qui coupé. exhale un parfum. Non, qui exhale rien du tout, mais il est présent, mais il est très modeste. Vous voyez, il sait que le parfum va aller dans toute la pièce. Lui, il reste là, il faut qu'il soit là, mais il sait à l'intérieur qu'il va s'ouvrir et qu'après, son parfum sera inégalable. Vous voyez, c'est ça. Et ça, j'adore cette délicatesse au Japon, dans tous les gestes de la vie. Et je trouve qu'en Orient, en général, et en Tunisie, moi j'ai le souvenir comme ça, aussi bien dans les fêtes que dans la vie quotidienne, il y avait cette même délicatesse. On ne savait pas ce que c'était, mais on portait depuis des siècles en fait des rituels comme ça, qui sont par exemple, je n'ai pas mis dans le livre, mais il y avait une fête, je crois que c'est la fête de Rabbi Shimon, dont je voyais tous les gens venir et moi aussi je descendais avec une bougie entourée d'une guirlande de fleurs, et il fallait porter cette lumière jusque dans la synagogue. Vous voyez, donc je descendais et c'était magnifique. Je dis dans toute la ville parce qu'il y avait beaucoup de juifs à l'époque. Et que les villes étaient plus petites. Les villes étaient plus petites. Et donc on voyait ce défilé comme ça de bougies et de fleurs. Et c'est ça que j'appelle aussi la délicatesse du quotidien, du sacré, du sacré qu'on porte en nous, qu'on soit religieux ou pas. Mais, puisqu'on parlait de religion et de funérailles tout à l'heure, c'est pas seulement par rapport au corps en putréfaction, c'est aussi pour éviter tout ornement Ah oui. sur un mort, parce que
Il faut qu'ils soient on nus. est tous égaux. Voilà, oui, Si c'est vrai. certains sont ornés de magnifiques fleurs, etc., on n'est pas tous égaux. C'est vrai. C'est aussi ça la signification religieuse. Oui, c'est beau. Mais en vous lisant, et vraiment c'est un livre qu'on savoure à chaque page, un récit très, très touchant, je me dis que vous avez beau aller jusqu'au Japon, vous n'arrivez pas à mettre la Tunisie à distance. C'est que vraiment, C'est vrai. la racine, ça reste. Oui, c'est la source. C'est la source et on y C'est la revient. source, Vous y c'est revenez le- tout le temps. Ben oui, j'arrive pas à me détacher. J'arrive pas à me détacher de cette terre parce que j'aime bien être dans la même étoffe, on peut dire, que de mon enfance. Donc je voudrais pas que mon enfance soit séparée dans le passé comme ça. Je me sens encore avec voilà cette responsabilité presque de cette histoire. Et peut-être parce que je suis la dernière de ma famille, la dernière de la génération qui a... J'ai vécu 17 ans quand même. Donc Vous êtes 17 ans en retournée souvent. Tunisie et je suis retournée toujours. Mais vous savez, il y a des choses très très curieuses aussi. Par exemple, on parlait tout à l'heure de cuisine, mais vous parliez de la pâtisserie Nathan. Et en face de la pâtisserie Nathan, il y a une autre pâtisserie maintenant tunisienne qui est là. Et il y a quelques années, comme ça, je suis rentrée pour voir les gâteaux qui... Eh ben, il y avait un gâteau qui était de chez Nathan, mais qui était seulement pour Pâques. Ah oui. Pour Pâques, qui s'appelle Guisada. C'est un petit une gâteau espagnole. voilà, qui vient de Quesada, sans doute, et qui est aux amandes. Et ben, chez ce pâtissier tunisien qui avait des macroudes et tout, eh ben, il y avait un petit gâteau qui était resté, Quesadas. Donc, au-dessus, il y avait Maison Fleurie et Guisada. J'étais tranquille. Je me suis dit, ça va. Moi, quand j'étais jeune, à Istanbul, au moment des fêtes juives, les pâtisseries turques faisaient la confiture blanche de Pessah, Ouais, c'est ça. les gâteaux, les pastels des Mouaises. Ils faisaient tous Vous êtes des native gâteaux. d'Istanbul. Non, pas du tout. Non. Mais j'y ai vécu 10 ans parce que c'est ma famille d'alliance. Et je regrette toujours ma vie là-bas. Mais enfin, j'y vivrai pas maintenant, mais c'est toujours un regret. Un jour, Hitler faisait un discours public et il y avait au premier rang un juif et qui le regardait comme ça, qui était ébloui, qui mangeait ses paroles. Et à la fin du discours, Hitler se penche et il dit « Mais dis donc, juif, pourquoi ça te fait tant plaisir tout ce que je dis ?» Et l'homme lui dit « Ah, mais monsieur Hitler, vous savez, tout le mal que vous dites des juifs, c'est comme Haman. Et donc, nous, pour Purim, pour fêter ça, on mange des gâteaux. Et donc, avec tout ce que vous avez dit, on va manger des gâteaux délicieux pendant 1000 ans à venir. C'est extraordinaire. ouais, c'est Excellent. Alors, d'ailleurs, je l'ai lu dans un de mes livres que j'ai vrai choisi comme coup de cœur. C'est un livre, j'ai pensé à vous. Parce je veux le lire. Il va sortir, vous allez sûrement l'avoir très bientôt, un livre de Jérémy Gage qui sort ces jours-ci, qui est un nouveau Ah oui, livre j'ai lu. intitulé Les Juifs français et le nazisme, 1933-1939, l'histoire renversée, avec une préface d'un spécialiste du nazisme, Johan Chapoutot. C'est au PUF. Et c'est vraiment le complément de votre livre, Annette Becker, sur des Juifs trahis par leur France. D'ailleurs, ça se suit au point de vue date. Oui, exactement. 39, je prends la suite. Vous prenez la suite, prends la suite. sans l'avoir lu. Et c'est vraiment tout à fait remarquable, cette anecdote que je vous ai racontée sur Purim. Elle est là. Elle est extraite de ce livre. C'est un livre sur lequel Academ reviendra probablement bientôt, mais je voulais le citer parce que c'est un très bon complément. Comment les Juifs français ont réagi en France à l'avènement d'Hitler. Ça ne va pas de soi, parce que Jérémy Gage avait fait sa thèse sur la réaction des Juifs en France à l'avènement du fascisme mussolinien, dans lequel il montrait que ce n'était pas trop problématique dans la mesure où le fascisme n'était pas antisémite. Donc ça a changé. Pas à ce moment-là. Il est devenu pour des raisons circonstancielles, de contexte et d'alliance avec Hitler. Qu'est-ce qu'ils ont compris de cette histoire du nazisme et de l'avènement d'Hitler, au moment même où elle se déroulait? Est-ce qu'ils pouvaient prévoir l'inédit? C'est quand même une question qui travaille toute la judéité européenne. Et qui a sonné le tocsin à ce moment-là? Moi, j'avais surtout souvenir de quelqu'un que je retrouvais là, dont on ne parle pas assez, c'est André Suarez.
André Suarez, qui est un juif de Marseille, qui était un excellent écrivain, qui collaborait à la NRF notamment, et qui n'a pas cessé de dire, comme Klaus Mann en Allemagne, réveillez-vous, parce que vous ne voyez pas qui vient de prendre le pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que montre Jérémy Gage dans cet excellent livre de recherche, de pure recherche, c'est que les Juifs de France ne se faisaient guère d'illusions sur le nazisme, mais ils se faisaient des illusions sur la capacité de la République de Weimar à résister, à sa capacité d'autodéfense par rapport au nazisme. Là, ils se sont trompés, mais qui ne s'est pas trompé? Parce qu'aujourd'hui, c'est facile à dire. Moi, ça m'a fait réfléchir, notamment sur quelque chose. C'est la réflexion en creux qui est sur un phénomène universel et intemporel, mais qui a des résonances aujourd'hui. C'est sur le déni de réalité. Mais ça, évidemment, il n'est pas question de reprocher quoi que ce soit, parce qu'on aurait vécu ça, on aurait probablement réagi de la même manière. On juge d'autant plus du déni qu'on connaît la suite. Bah, voilà. Oui, bien et sûr. donc, si on veut éviter l'anachronisme, ce qui est quand même le spectre c'est absolu. bien sûr. C'est vrai aussi dans votre roman. Moi, c'est une des choses que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est les silences et le déni, et qui sont révélés par l'ADN, par le progrès incroyable. Ouais. Et donc, parce que j'ai découvert un neveu, le fils de mon frère, par l'ADN. Un de ses frères avait eu une liaison, un enfant. Il l'avait oublié, sans savoir, non, il ne savait pas. Et l'ADN et les progrès de la génétique fait qu'on le retrouve. Ouais. Et j'ai trouvé le contraste entre cette idée scientifique absolument incroyable et la délicatesse de votre style pour parler, y compris de ce progrès. J'ai trouvé ça absolument merveilleux, et comme c'est pratiquement la conclusion du livre. Ouais. Et on passe donc du déni au silence, qui est tué par la science, mais que vous ramenez par la délicatesse de votre style. Ah ben c'est gentil, merci. Je suis content que vous ayez évoqué cet aspect du livre de Colette Fellouz, parce que ça montre tout à fait l'esprit du livre. C'est par petites touches comme ça. Alors, notre choix, c'est pas tout à fait un livre, mais enfin, c'est gros comme un livre. Hein. C'est le nouveau numéro de la Nouvelle Revue Française, qui a une nouvelle formule. Bon, c'est une revue qui a plus d'un siècle, hein, comme vous le savez, mais c'est la nouvelle formule qui est dirigée par Olivier Gesbert, avec des chroniques, etc. Et puis, un grand entretien avec Salman Rushdie, qui est remarquable, à la fois sur le plan politique, sur le plan historique et sur le plan littéraire, avec des développements sur le Quichotte, des développements sur le statut de l'écrivain aujourd'hui, le statut d'écrivain dans les guerres, etc. Et puis il y a un dossier, à quel temps s'écrivent les guerres, qui est aussi très bien fait. Et là, il y a une contribution d'Annette Becker. Mais décidément, elle est partout. Et j'ai aimé, il y a plusieurs choses que j'ai aimées. Pareil, de cette paresse qui consiste à dire que les souffrances extrêmes sont intransmissibles et inaudibles. J'ai l'impression que vous parlez d'Elie Wiesel. Oui, non, mais absolument. Et ça, je suis content que vous ayez appuyé là-dessus. Et puis aussi sur le mutisme traumatique. Il y a de très beaux passages. Et je voudrais juste citer l'excipit, la dernière phrase de votre contribution. Nous sommes bien dans un temps de grande guerre, c'est-à-dire depuis 1915, les soldats ont appelé la Grande Guerre la Grande Guerre, non pas 14-18, évidemment pas la Première Guerre mondiale. Et je finis bien sûr en faisant des rapprochements avec le temps d'aujourd'hui, en particulier quand j'ai commencé à écrire cet article, c'était seulement la guerre d'Ukraine, l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Le temps qu'il soit publié, c'est aussi la guerre au Moyen-Orient. Et puis il y a toujours les Rohingyas qui souffrent terriblement, et les Ouïghours. Et donc je me disais que finalement, ce qu'on appelait la Grande Guerre, c'était grand parce que ça a duré très longtemps, parce qu'on avait totalisé la façon de se battre, la façon de mourir,
mais que finalement, cette guerre, par rapport à celle qu'on vit aujourd'hui, mis à part le génocide des Arméniens, qui ressemblait terriblement aux exterminations qui ont suivi, eh bien, elle était incroyablement civilisée. Et que si on est en grande guerre maintenant, c'est bien pire. À cause de l'industrie ? À cause de l'industrie, à cause du fait qu'on ne peut plus croire en rien, parce que les nouvelles sont en permanence, nous tombent dessus avec la moitié ou pire de choses qui sont inventées. Alors il y avait des fausses nouvelles dans la Grande Guerre, il y avait du complotisme dans la Grande Guerre. Enfin, mais il y avait des bobards, mais bon. Il y avait les bobards, bien sûr, et puis même des fausses nouvelles graves. Oui, mais il y avait les gens qui avaient un sens de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils voulaient, et qui tenaient de cette façon-là. Et on se demande à quoi tenir aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir rejoints à Academ et à bientôt. Merci à vous. Merci de nous avoir réunis.